Alors, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse sur le dévoilement des résultats d'une enquête sur les impacts de la pénurie de main-d'œuvre, enquête qui a été réalisée par Manufacturiers et Exportateurs du Québec. Prendront la parole aujourd'hui Mme Véronique Proulx, présidente directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, ainsi que M. Sylvain Garneau, président et chef de la direction de Groupe Lacasse. Au terme des présentations, il va y avoir une période de questions réservée aux journalistes. Et par la suite, on pourra procéder si jamais il y avait des demandes supplémentaires à des entrevues individuelles. Madame Proulx, je vous laisse la parole. Alors, merci Antoine. Bonjour à tous. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter les résultats de notre tournée de consultation et du sondage qu'on a réalisé sur la pénurie de main-d'œuvre. Alors, la pénurie de main-d'œuvre, écoutez, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps que j'en parle. C'est un problème qui est bien connu, mais qui a été ignoré trop longtemps. Force est de constater qu'année après année, le nombre de postes à combler dans le secteur manufacturier ne fait qu'augmenter et ça a été accentué pendant la pandémie. Alors, notre objectif par cette tournée-là, c'était, d'avoir l'heure juste. Ça fait longtemps qu'on nous dit qu'il y a un impact économique à la pénurie de main-d'œuvre, que les entreprises doivent refuser des commandes, des contrats. Donc, on voulait vraiment avoir l'heure juste, être capable de dire à combien se chiffrent ces pertes économiques, mais on voulait aussi proposer des mesures concrètes, des mesures qui vont avoir un impact sur le résultat final, qui est de réduire le nombre de postes vacants ou de combler nos postes vacants. Alors, notre objectif aussi, c'est de dire au gouvernement, bien, c'est le temps d'agir, voici les mesures que nous avons à proposer. Alors, la tournée, rapidement, on a consulté 10 régions à travers le Québec entre mai et juin, 110 entreprises qu'on a consultées avec qui j'ai pu échanger, donc des petites, des moyennes, des grandes, dans tous les secteurs d'activité dans les différentes régions. On a aussi fait en parallèle un sondage où on a consulté 400 chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui ont pu nous témoigner de l'impact économique de la pénurie sur leur entreprise. Et finalement, on a consulté une vingtaine d'organisations régionales, mais aussi des associations sectorielles pour vraiment prendre le pouls sur l'ensemble du terrain. Alors, ce que je m'apprête à vous présenter maintenant, l'impact économique de la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur manufacturier, c'est vraiment un chiffre qui nous a surpris. C'est d'une ampleur sans précédent. On savait que l'impact économique était important, mais honnêtement, on ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi significatif. Et là, il faut se rappeler que c'est uniquement pour le secteur manufacturier, et pas pour l'ensemble du Québec. Alors, l'impact économique de la pénurie de main-d'œuvre est de 18 milliards de dollars. C'est 18 milliards de dollars qu'on a laissés sur la table dans le secteur manufacturier depuis 2 ans. Alors, c'est uniquement pour le secteur manufacturier. C'est 18 milliards en perte. C'est énorme. Pourquoi 18 milliards? Parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, parce qu'on n'a pas accès aux travailleurs dont on a besoin, parce qu'on n'a pas accès aux talents dont on a besoin. Alors, lorsqu'on a échangé avec les entreprises, plusieurs d'entre elles nous ont dit qu'elles doivent refuser des contrats par manque de main-d'œuvre. Donc, on se retrouve avec des gens qui vont refuser, oui, des nouveaux contrats, même certaines d'entre elles qui vont délaisser des clients actuels qui desservent pourtant depuis des années, mais ils délaissent des clients parce qu'ils n'arrivent pas à trouver les travailleurs dont ils ont besoin. Ils ne sont pas capables de répondre à la demande. On a d'autres entreprises qui ont des retards de production qui amènent à des pénalités. Donc, des entreprises qui vont accepter de prendre des nouveaux contrats, mais qui ne sont pas capables de les honorer. Donc, il y a des pénalités importantes. Et on a aussi des entreprises qui nous parlent de décroissance. Donc, des gens qui vont choisir de réduire leur empreinte manufacturière, de réduire leur niveau de production. Pourquoi? Bien, parce qu'ils ne sont pas capables de trouver les travailleurs dont ils ont besoin. C'est des gens qui vont fermer des quarts de soir, des quarts de nuit, des quarts de fin de semaine, ou qui trouvent ça tellement compliqué parce que le taux de roulement est tellement important qu'ils réduisent leur niveau de production. Et c'est ce qui nous donne les pertes économiques de 18 milliards sur 2 ans. D'ailleurs, dans le sondage qu'on a réalisé, 70 des répondants nous disent avoir refusé des contrats ou accumulé des retards de production faute de travailleurs, faute de main-d'œuvre. Alors, le 18 milliards, c'est des pertes actuelles. Honnêtement, on espère que cet impact économique va donner un électrochoc au gouvernement, qui va comprendre que la pénurie de main-d'œuvre, c'est pas juste anecdotique. C'est dans la plupart des entreprises, partout à travers le Québec, et l'impact est sur le manufacturier, mais surtout sur l'économie québécoise. Alors, on a d'autres constats aussi que l'on a fait dont j'aimerais vous partager. 98,5 des entreprises sondées ont des besoins de main-d'œuvre et les postes, là, ils sont vraiment à tous les niveaux. Donc, on a besoin de postes d'entrée, des postes de journaliers, de manutentionnaires, d'opérateurs. On a également besoin d'ingénieurs, de techniciens, de soudeurs. Les soudeurs, ça fait longtemps qu'on en parle. Donc, les besoins sont vraiment à tous les niveaux, postes d'entrée, postes spécialisés. Et d'ailleurs,
On a près d'une entreprise sur 4 qui nous dit avoir besoin de combler 20 ou plus de sa main-d'œuvre. Donc, 20 c'est une statistique, mais si on ramène ça sur le terrain concrètement, là, ça veut dire qu'on a une PME qui a 100 postes, 100 postes, elle a seulement 80 personnes présentement qui y travaillent. Une plus grande entreprise qui a 1000 postes, elle a seulement 800 travailleurs. Comment voulez-vous qu'une entreprise opère et fonctionne et augmente sa capacité de production alors que présentement, il lui manque 200 travailleurs? C'est ça qui fait que des entreprises choisissent de fermer leur quart de soir, de fin de semaine ou même de réduire leurs opérations parce qu'elles n'ont pas les travailleurs dont elles ont besoin. Donc, c'est bien plus qu'une statistique. C'est ce qui nous explique qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des pertes de 18 milliards sur 2 ans. Présentement, on a 49 des postes qui se situent, des postes vacants, donc des postes à combler, qui se situent entre 20 et 29 $ de l'heure. Donc, 29 $ de l'heure, ça correspond au salaire moyen dans le secteur manufacturier. Ça correspond aussi au haut salaire auquel fait souvent référence le premier ministre. Et dans le fond, ce que j'aimerais dire avec ça aujourd'hui, c'est que nos besoins, là, la grande majorité de nos besoins dans le manufacturier, ça se situe entre 20 et 29. Il faut se rappeler que dans le secteur manufacturier, nous sommes de grands exportateurs. On représente 86 de nos exportations. Ça veut dire que notre compétition, elle n'est pas locale, elle est internationale. Donc, pour maintenir des bons postes, pour être capable de créer d'autres bons postes aussi, des salaires bien payés, bien, il faut s'assurer d'avoir des gens à tous les niveaux. Donc, lorsqu'on parle de créer des emplois bien payés, on est d'accord, mais pour ce faire, il faut vraiment répondre aux besoins du secteur manufacturier. Et lorsqu'on parle d'immigration, encore une fois, immigration économique, bien, l'immigration doit aussi répondre aux besoins du secteur manufacturier, qui est entre 20 et 29 $ de l'heure. Et je vous dirais que jusqu'à présent, on a l'impression que le gouvernement ne comprend pas bien notre réalité et ne comprend pas où sont les besoins sur le marché du travail. Alors, la pénurie de main-d'œuvre, je vous le disais, ça a des impacts bien réels. 15 des entreprises pensent avoir déménagé entre 40 et 50 de leurs activités. C'est énorme. C'est des PME partout en région qui contribuent au développement économique régional, qui sont des piliers du développement économique régional, qui nous disent clairement que c'est tellement difficile présentement, la lumière au bout du tunnel, on ne la voit pas. Donc, on pense soit fermer des opérations, les délocaliser dans d'autres provinces ou les délocaliser à l'extérieur. Par ailleurs, on a 73 entreprises qui spontanément nous ont dit, bien, au-delà de l'impact économique, au-delà de l'impact que ça a sur nous comme chefs d'entreprise, il y a aussi des conséquences sur les travailleurs et ça nous préoccupe. Alors, les conséquences néfastes de la pénurie de main-d'œuvre ont un impact sur la motivation des travailleurs, sur le niveau de stress et sur la fatigue des employés, bien sûr. Alors, notre constat ou nos constats, ça fait plusieurs années que je le dis que la pénurie est un frein à la croissance économique. Je pense qu'avec 18 milliards de pertes sur 2 ans, on comprend que ça a un impact sur le manufacturier, mais aussi sur la croissance économique du Québec, pardon. Et je vous dirais également que le premier ministre nous parle depuis plus d'1 an de l'importance de fabriquer au Québec. Il demande aux manufacturiers de répondre à l'appel et d'augmenter leur capacité de production au Québec. Mais clairement, c'est impossible de le faire si on n'a pas les travailleurs dont on a tant besoin. Alors aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est un plan d'action, on a appelé ça le Grand Blitz pour le secteur manufacturier qui comporte 13 mesures spécifiques au secteur. Et notre objectif avec ça, là, encore une fois, c'est d'avoir des mesures qui vont avoir un impact réel sur le résultat final. Et le résultat final, bien, c'est de combler nos postes vacants, c'est de nous donner accès aux travailleurs dont on a besoin. Alors, ce qu'on demande au gouvernement aujourd'hui avec nos 13 mesures, c'est de combler 10 000 postes vacants dans le secteur manufacturier d'ici 1 an. Présentement, on est à plus de 25 000. On souhaite revenir à 15 000 d'ici 1 an. Alors, les 13 mesures que l'on propose s'articulent autour de 4 piliers. Je ne passerai pas au travers de chacune des recommandations ou des mesures plutôt, mais il me fera plaisir d'y répondre par la suite. Le premier pilier, c'est l'accès plus important aux travailleurs étrangers. Écoutez, il n'y a pas une entreprise à qui j'ai parlé qui ne m'a pas parlé d'immigration. L'immigration, c'est un incontournable si on veut répondre aux besoins dans le secteur manufacturier. Alors, on demande au gouvernement d'avoir plus de bras, on demande au gouvernement d'avoir plus de talent. C'est la seule façon qu'on va s'en sortir. Alors, oui, on demande aussi les seuils d'immigration, mais aussi les seuils d'immigration en priorisant le secteur manufacturier. On demande des programmes pilotes pour l'immigration permanente pour répondre aux besoins des manufacturiers. Si le gouvernement était capable de combler ces 10 000 postes au niveau des préposés aux bénéficiaires, de répondre aux besoins dans l'intelligence artificielle, il peut certainement combler les 10 000 postes dans le secteur manufacturier d'ici 1 an, si c'est une priorité pour eux.
Deuxièmement, on va parler de formation puis de rétention. C'est clair qu'on peut en faire davantage. Nos PME, d'ailleurs, ont besoin de davantage de support. On parle de promotion du secteur manufacturier auprès des jeunes. Encore une fois, ça fait longtemps qu'on en parle, mais ça prend des mesures concrètes qui vont avoir un impact sur notre capacité à attirer des jeunes. Et finalement, automatisation, robotisation, je m'y attarde un peu. Le gouvernement nous dit qu'on n'en fait pas assez. Tous ceux à qui j'ai parlé ont des projets d'investissement, vont de l'avant, comprennent l'importance d'augmenter leur productivité et leur compétitivité. C'est vrai chez les grands, mais je voudrais que chez la PME, le tissu industriel québécois est un peu différent. Donc, on a des entreprises qui vont être spécialisées dans certains produits, qui vont fabriquer sur mesure. On n'est pas dans de la production de masse ou de volume. Donc, lorsque vient le temps d'intégrer des robots, d'automatiser ces chaînes de production, ça a quand même ses limites. Alors oui, on peut en faire plus, mais ce qu'on dit au gouvernement, c'est que ce n'est pas la seule solution. J'y reviens encore, l'immigration demeure un incontournable si on veut répondre aux besoins dans notre secteur. Alors, ce qu'on demande au gouvernement aujourd'hui, c'est des actions concrètes spécifiques au secteur manufacturier. Il y a beaucoup de choses qui se font. On lui demande de porter un regard spécifique sur notre secteur, de prioriser le manufacturier. Encore une fois, si on veut être capable de répondre à l'appel du premier ministre et d'augmenter notre capacité de production, ça prend des mesures qui sont intimement liées. Ça prend des indicateurs de rendement avec des objectifs clairs. D'ici un an, on souhaite combler 10 000 postes vacants dans notre secteur d'activité. Et écoutez, la pénurie de main-d'œuvre, c'est un cheval de bataille pour MEQ depuis plusieurs années. Ça va demeurer un cheval de bataille. C'est certainement le plus grand enjeu du secteur manufacturier. Et c'est pourquoi on y accorde autant d'importance aujourd'hui et qu'on va continuer à y accorder de l'importance. L'année prochaine, on va recommencer ce sondage-là pour pouvoir voir comment la situation a évolué, quel sera l'impact de la pénurie et comment on a progressé au niveau des différents indicateurs que l'on a mesurés. Alors, je termine là-dessus. S'il y a un message que je peux laisser, on demande au gouvernement d'agir maintenant et de s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre. Alors, sans plus tarder, je vous laisse ici, mais j'invite M. Sylvain Gardeau, qui est le PDG de Groupe Lacasse, à poursuivre. Alors, merci, Véronique. Alors, bonjour à tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors, ce que Mme Proulx présente, nous, on le vit concrètement à tous les jours. Maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, là, bref présentation de Groupe Lacasse. Groupe Lacasse, c'est une entreprise qui est fièrement québécoise, qui agit dans le secteur de la fabrication de mobilier, de bureaux, mobilier commercial et institutionnel. Nous aimons croire que nous sommes un fleuron québécois. Maintenant, bref historique, après avoir passé aux mains d'une entreprise américaine dans les années 2000, nous avons effectué un rachat de l'organisation par des investisseurs québécois pour faire rayonner l'expertise de l'entreprise dans son secteur et puis ramener un siège social aussi ici au Québec. Alors ça, c'est quelque chose que les autorités gouvernementales souhaitaient grandement de la part des entrepreneurs. Et puis, c'est ce que nous avons fait, nous, en 2012. Maintenant, suivant le rachat, on a aussi rapatrié de la fabrication des États-Unis vers le Québec. Et ça a créé plus d'une centaine d'emplois directs dans notre organisation. Puis on a aussi mis sur pied des nouveaux partenariats parce qu'il y avait un réseau de fournisseurs américains qui s'était joint à l'entreprise et on a décidé de transférer de la fabrication des États-Unis vers le Québec. Et ça aussi, ça a créé des emplois directs chez nos nouveaux partenaires qui sont localisés, encore une fois, au Québec. Nous sommes un exportateur. Nous, en fait, on exporte plus de 80% de notre fabrication dans les marchés hors Québec. Alors là, encore une fois, avec le transfert d'emplois, on a exécuté quelque chose que les autorités gouvernementales souhaitaient. Maintenant, aujourd'hui, la pénurie de main-d'œuvre, elle nous freine de façon importante dans nos ambitions d'affaires. Puis ça nous affecte, nous, mais ça affecte aussi notre réseau de fournisseurs qui est basé au Québec. Ça complique leur capacité à rencontrer nos besoins. Alors, ce faisant, non seulement on ne peut pas être en avant de la parade, mais on se voit défavorisé en fonction des entreprises qui nous compétitionnent dans d'autres régions. Puis en passant, nos compétiteurs sont de partout dans le monde. On compétitionne avec des organisations de différentes tailles et de différentes régions. Maintenant, aujourd'hui, on embauche un peu plus de 450 personnes, puis ça pourrait être plus. En fait, nous avons 60 postes qui sont disponibles dans nos opérations dans la région de Saint-Hyacinthe. Et malheureusement, c'est impossible à combler présentement.
Donc, les impacts, c'est de semaine en semaine, la situation, puis les délais de livraison doivent s'extensionner. Ça affecte notre capacité de rencontrer les besoins de nos clients, des besoins précis de nos clients, et ça force nos clients à regarder des fournisseurs qui sont installés ailleurs au lieu de regarder nos produits. Ça, c'est comme ça pour nous, puis c'est comme ça aussi pour tous nos fournisseurs puis nos partenaires. En passant, on parle beaucoup de robotisation, mais des entreprises comme la nôtre, elles sont intéressées à investir, elles sont prêtes à investir en automatisation et en robotisation pour diminuer l'impact négatif de la pénurie de main-d'œuvre. C'est d'ailleurs qu'est-ce que nous avons fait. Puis, juste à titre d'exemple, depuis 2018, on a investi plus de 35 millions dans la robotisation et l'automatisation de notre principale usine ici au Québec. Plus de 100 containers, il faut y penser, là, plus de 100 containers de nouvelles technologies qui ont été installées. On a transformé complètement notre section usinage dans notre usine principale. Et notre usine est maintenant très unique en Amérique du Nord. C'est une des plus modernes dans le monde dans son secteur d'activité. Cependant, il faut reconnaître que, ça c'est contrairement à ce que plusieurs croient, c'est que l'automatisation puis la robotisation, ça nécessite des talents puis des compétences qui sont différents de celles qui étaient là précédemment. Alors, il est faux ou naïf de croire que les robots règlent tout. Au contraire, ça prend des nouvelles expertises. Les robots ont besoin de soins, ils ont besoin de techniciens qui les entourent pour assurer leurs bonnes opérations. Et puis, ça, c'est des ressources qui sont différentes. Et puis, de par notre expérience, présentement, ces ressources-là ne se retrouvent pas au Québec. Nous-mêmes, nos plus récentes embauches dans ce secteur sont tous à l'international. Notre directeur de service technique est un Français. Notre superviseur de maintenance est aussi un Français. On a un ingénieur industriel qui vient du Mexique. On a un programmeur qui vient de l'Algérie. On a un ingénieur de projet qui vient de la Syrie. C'est grâce à ces gens-là et à d'autres si on est capable de mettre en place des technologies qui sont nécessaires pour combler l'écart qui est déficitaire au niveau des ressources humaines. Au point de Véronique, il est vrai aussi que la personnalisation des produits québécois, ça fait en sorte que la capacité de robotiser puis d'automatiser des opérations manufacturières, c'est très long. Moi, à titre d'exemple, notre processus d'investissement en usine, nous l'avons commencé en 2012. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de personnaliser certains produits et l'automatisation devait être en mesure d'assurer qu'on soit productif, compétitif, mais en offrant quand même des produits qui étaient personnalisables. Et ça prend du temps, ça prend de la recherche et ça prend des ressources et ça prend des compétences aussi qui ne sont pas là. Alors, aussi, former des talents puis intéresser des gens à notre industrie, ça, c'est notre affaire. Le problème, c'est qu'il y a tout simplement personne pour combler les postes vacants. La demande des compétences puis des talents puis des ressources humaines puis de la main-d'œuvre est nettement supérieure à l'offre, puis ça semble être permanent, à moins que des décisions soient prises au niveau de l'État québécois. Puis ça, c'est son affaire. Moi, je ne peux pas contrôler ça comme entrepreneur, mais les autorités gouvernementales, le gouvernement du Québec, lui, peut nous aider. Donc, mon principal constat à ce moment-ci, c'est que les entreprises, le gouvernement, c'est-à-dire demande aux entreprises québécoises de faire leur part pour stimuler l'économie du Québec. Les entreprises sont prêtes à investir, puis elles répondent favorablement à cette demande. Je dois souligner, le gouvernement du Québec a mis des programmes aussi sur pied pour aider les entreprises à investir en automatisation puis en robotisation pour combler l'écart défavorable en main-d'œuvre directe. Mais c'est seulement qu'une partie de l'équation. L'autre partie de l'équation, c'est que ça prend des compétences pour réaliser ces projets-là. Ça prend de l'audace d'abord des entrepreneurs, mais ça prend aussi des compétences. Donc, ça prend des bras, ça prend des têtes pour bien réaliser les projets d'investissement puis de modernisation en usine. Et si ça augmente la capacité, bien, il reste tout de même que ça prend de la main-d'œuvre aussi pour travailler à l'usinage et à l'assemblage, au département d'expédition. Puis là aussi, c'est encore un immense, immense défi. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je lance comme message au premier ministre et à son cabinet, c'est comment peut-il espérer que les entreprises manufacturières québécoises puissent contribuer à notre économie puis à demeurer ou à augmenter leur compétitivité dans les marchés
pas juste québécois ni canadiens, mais nord-américains puis mondial, quand on ne leur donne pas tous les moyens de réaliser ce qu'on leur suggère de faire. Il faut qu'on soit complètement conséquent et cohérent. Et en fait, moi, je fais un petit parallèle. Le secteur manufacturier est en train de vivre sa propre crise du secteur de la santé. C'est aussi grave que ça. C'est une situation de crise au niveau de la pénurie de main-d'œuvre pour les manufacturiers. Donc, j'imagine que le premier ministre, son cabinet, doivent bien comprendre cette situation-là, l'urgence puis l'ampleur de la situation, puis en même temps réaliser que les manufacturiers n'ont pas tous les moyens des gouvernements pour réagir d'une façon corrective. Puis même à l'occasion, on compétitionne le gouvernement pour les mêmes ressources qui sont disponibles, mais on n'a pas les mêmes moyens. Puis ça, encore une fois, c'est parce qu'on manque de monde. Donc, en terminant, ce qu'on a besoin, c'est plus de monde avec les compétences recherchées, avec le talent recherché. Il faut favoriser immédiatement l'augmentation des nouveaux arrivants. L'autre aspect, il faut les inciter aussi à s'installer dans toutes les régions du Québec. Il faut prendre les gens qui sont sur l'île de Montréal et les amener à Saint-Hyacinthe, les amener en Abitibi, les amener au Saguenay. Ça, c'est extrêmement important. Puis, il faut aider toutes les entreprises à faire en sorte qu'on soit mieux que nos compétiteurs qui sont partout dans le monde. C'est ça le grand défi. C'est ce que je demande au premier ministre puis à son cabinet de nous aider à réaliser ensemble. Alors, c'est mon message et merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Garneau. On va donc procéder avec la période de questions. Je vous rappelle que celle-ci est réservée aux journalistes. Pour poser une question, je vous invite simplement là, à utiliser l'outil « Lever la main » de Zoom et puis par la suite, je vais pouvoir vous donner la parole. Vous avez dans un premier tour une question principale qui pourra être suivie d'une complémentaire et par la suite, on passera à un journaliste. Il sera possible de revenir avec un second tour, là, une seconde question. À la toute fin, il va être également possible de mener des entrevues individuelles au terme de la conférence de presse. Pour la première question, je vais donner le micro à Mme Lia Lévesque. Lia Lévesque, vous avez simplement à ouvrir votre micro. Vous m'entendez bien? Très bien. Bon. Alors, question pour Mme Proulx. On a parlé beaucoup de deux des solutions, à savoir hausser les seuils d'immigration et accroître la robotisation et l'automatisation. Mais qu'en est-il de l'augmentation des salaires, tout simplement? Qu'est-ce qu'en pensent vos membres et est-ce que ça n'aiderait pas aussi à résoudre le problème? Écoutez, partout à travers le Québec, la pression sur les salaires se fait à la hausse. Donc, on a plusieurs entreprises qui ont haussé les salaires, mais fondamentalement, le problème, c'est que le bassin de travailleurs, il n'est pas assez grand. Recruter présentement, là, c'est comme aller à la pêche dans un lac vide. Il n'y a personne, il n'y a pas de travailleurs. Puis même sur des postes parfois qui a des très hauts salaires. Là, je parlais avec une entreprise à Montréal, on parlait d'un poste d'électromécanicien à 80 000 de l'heure, on ne trouve pas personne. Alors, oui, les salaires, mais je dirais qu'à la base, le problème fondamental, c'est que le bassin, il n'est pas assez grand. Et tant qu'on ne répond pas à cette problématique-là, mais ça devient très difficile d'être capable de combler les postes vacants puis d'assurer la compétitivité du secteur. Il est possible de poser une question complémentaire. Si vous me permettez de renchérir là-dessus, les compétences et les talents sont manquants, sont absents. La quantité qui est disponible n'est pas présente. Puis ça, c'est un enjeu phénoménal. Alors, même s'il y a une inflation très forte sur les offres salariales, il reste que si les compétences sont ailleurs et qu'ils ne peuvent pas rencontrer les besoins des manufacturiers, ça ne donne absolument rien. Alors, puis les taux horaires dans les usines ont augmenté dans les dernières années. Les manufacturiers n'ont pas eu le choix non plus de s'adapter pour pouvoir amener des ressources dans leur organisation. Mais c'est ça, il manque des bras, mais il manque des compétences et des talents aussi qui sont inexistants, qui sont non présents. Alors, peu importe les salaires qui sont ouverts, s'ils ne sont pas là, ça ne nous donne rien. Il n'y aura pas plus de candidatures. Merci. Super. Alors, on va maintenant donner la parole à Mme Roxane Lauzon. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bonjour. Je me posais la question, pourquoi, d'après vous, est-ce qu'il y a des explications, pourquoi en Montérégie, dans le Bas-Saint-Laurent, c'est vraiment les plus touchés, beaucoup plus que, par exemple, à Montréal? En fait, Bas-Saint-Laurent, Montérégie, c'est des régions manufacturières fortes, donc une forte empreinte industrielle, avec des grandes entreprises qui sont bien établies également.
Alors, et ce sont des entreprises en région où, quand on regarde différents facteurs, le taux de chômage, l'éloignement par rapport aux grands centres, ça peut être plus difficile d'avoir accès à des travailleurs issus, à des travailleurs points, en fait. Alors, c'est vraiment ce qui explique les résultats qui sont là. Et puis, vous mentionnez dans le rapport également qu'il y en a plusieurs qui envisagent de déménager une partie de leurs activités où il y aurait potentiellement plus de travailleurs. C'est quels endroits qui sont envisagés quels endroits où il y a vraiment plus de travailleurs, où ça serait possible pour les entreprises de trouver un meilleur bassin? En fait, il y a différents facteurs lorsque les gens choisissent de se délocaliser. Pour ceux qui exportent aux États-Unis, ils vont souvent chercher à regarder s'ils peuvent fabriquer dans certains États où les taux de chômage sont plus élevés. Donc, en même temps, ils se rapprochent de leur bassin, de leur marché, en fait, ou de leurs clients. Je pense à certaines entreprises qui sont en train de s'établir, de construire des usines au Maroc. C'est vraiment les Philippines, on sous-traite en Chine. Donc, le monde est à notre portée. Donc, si on n'est pas capable de trouver les travailleurs ici, on revoit son modèle d'affaires. On regarde où est le meilleur endroit pour pouvoir le faire. C'est vraiment, il n'y a pas de concentration nécessairement. Si vous me permettez là-dessus, je vais puis revenir sur le point de la hausse des salaires. C'est justement une des raisons pour lesquelles, pour les manufacturiers, ça devient très problématique, l'inflation galopante salariale, parce qu'on compétitionne avec des entreprises qui sont de partout dans le monde. On parle des États-Unis, mais comme Mme Proulx mentionnait, on parle du Mexique. Les taux horaires et le chômage est différent. La disponibilité de la main-d'œuvre est différente. Nous, on compétitionne aussi contre des produits qui viennent au niveau international, qui viennent de l'Asie. On n'est pas dans le même environnement salarial et de disponibilité de main-d'œuvre. Puis ça, c'est une réalité à laquelle on fait face à tous les jours lorsqu'on vend nos produits dans le marché américain, qui est le plus gros marché au monde. Alors, il faut prendre aussi cet aspect-là en considération dans toute l'offre et la demande concernant les talents, les compétences et la main-d'œuvre pour aider nos usines à avoir du succès. Si je peux me permettre, Antoine, juste pour compléter sur ce point-là, je voudrais que c'est vraiment une solution de dernier recours pour les chefs d'entreprise à qui on a parlé. Ce qu'ils souhaitent avant tout, c'est de maintenir leur entreprise en région. Il y a une grande fierté à pouvoir opérer en région, à employer des travailleurs en région. C'est avant tout ce que souhaitent les chefs d'entreprise et les entrepreneurs avec qui on a parlé. C'est vraiment une solution de dernier recours de délocaliser. Parfait. On va maintenant passer à la question de M. Alain Castonguay. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Il est probable que, ça fait un moment là, quand on a vu le gouvernement Legault réduire les cibles d'immigration au Québec, les MEC et les autres associations d'entrepreneurs ont fait des commentaires négatifs sur le sujet. Puis il ne faut pas négliger l'impact de la pandémie puis de la difficulté de faire venir des gens de l'étranger depuis 1 an et demi. Il est probable que le gouvernement va vous répondre, quand la situation va redevenir à la normale et que la pandémie va être terminée, on va pouvoir revenir à des niveaux d'immigration plus intéressants et qui devraient vous permettre de combler une partie de vos besoins. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Écoutez, avant la pandémie, si je regarde en 2019, on était à 17 000 postes vacants, on est maintenant à 25 000. L'économie a vraiment repris. L'économie du Québec va très bien. On le voit avec les différents indicateurs de croissance économique. Donc, je ne pense pas que la situation va se résorber. Au contraire, la pression va s'accentuer et la demande internationale est très forte pour les manufacturiers québécois. Donc, on est capable d'en faire encore davantage. Puis là, je reviens à ce que le premier ministre nous demande, d'augmenter notre capacité de production. M. Garneau l'a dit tout à l'heure, nous, on lève la main, on dit on est capable d'en faire plus, mais on a besoin de combler les postes vacants, on a besoin de bras, on a besoin de cerveau, on a besoin de gens pour être capable de faire fonctionner nos usines. Alors, oui, augmenter les seuils d'immigration, c'est clair que pour nous, c'est une partie de la solution, mais j'ai envie de préciser et de dire, c'est pas d'augmenter les seuils d'immigration à tout azimut, il faut regarder quels sont les besoins du marché du travail, puis quels sont les besoins du secteur manufacturier, si le secteur est une priorité pour le gouvernement du Québec. Si vous me permettez là-dessus, puis je vais renchérir sur le point de Mme Proulx, la rareté de la main-d'œuvre était déjà un défi avant la pandémie. C'était une des grandes sources de motivation de notre part pour embarquer dans un plan d'investissement qui était audacieux puis qui était extrêmement important. On savait que la situation resterait quand même difficile.
Il y a le vieillissement de la population qui continue aussi. Là, ça, c'est une réalité à laquelle on fait face à tous les jours. Nous, dans nos usines, on a des départs à la retraite pratiquement à toutes les semaines, puis on a de la difficulté à remplacer ces postes-là. Ça va continuer parce que la population, les baby boomers, ils continuent de vieillir. Puis sur les quantités de nouveaux arrivants au Québec, malheureusement, le gouvernement actuel avait réduit de 10 000 la quantité de nouveaux arrivants par année. Puis avec la pandémie, l'an dernier, c'est presque 20 000 de moins qui sont venus s'installer au Québec. Donc, on est à moins 30 000 nouveaux arrivants. Imaginez si ces gens-là étaient effectivement venus s'installer ici. Ça ne répondrait pas à tous les besoins, mais ça répondrait à beaucoup de besoins. Ça, c'est inévitable. Alors, à un moment donné, il faut peut-être prendre un peu de recul puis de voir, encore une fois, quels sont les besoins réels et anticiper c'est quoi le futur aussi. En complémentaire, M. Castonguay, vous pouvez poser une seconde question. Ça va, merci. Super. Alors, si jamais il y a d'autres journalistes qui souhaitent poser une question, je vous invite simplement à lever la main. Alors, Mme Lehouzon, vous avez la parole. Rebonjour. C'est par rapport à la méthodologie. J'aimerais savoir quand est-ce exactement, de quand à quand vous avez fait votre tournée et votre sondage et comment vous avez choisi la centaine de gens que vous avez rencontrés, les 400 qui ont répondu au sondage. Peut-être juste me donner un petit peu de détails sur la méthode. Oui, tout à fait. Alors, au niveau des... je vais commencer par le sondage. Donc, c'est un sondage qu'on a envoyé aux manufacturiers partout à travers le Québec. Donc, c'était vraiment leur choix de pouvoir y répondre. 400 entreprises. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a pu par la suite extrapoler à l'ensemble des manufacturiers québécois à partir de cet échantillon-là. Donc, ça, c'est pour la méthode au niveau de l'impact économique. Au niveau du sondage, donc, et le sondage s'est fait entre le 19 mai et le 24 juin. Au niveau de la tournée, on a visité 10 régions de façon virtuelle entre le 27 mai et le 23 juin. Donc, 110 entreprises rencontrées. Encore là, on a fait des invitations, j'ai envie de dire, à des grands bassins de manufacturiers et c'est eux qui ont choisi de répondre à l'appel qui ont été présents. Et 400 manufacturiers, c'est sur un ensemble de combien au total? Alors, selon l'Institut de la statistique du Québec, il y a 13 000 entreprises manufacturières au Québec. Est-ce que vous pensez que ça représente réellement donc les 13 000 entreprises ou c'est simplement celles qui, disons, ont subi peut-être des pertes qui auraient eu l'impulsion de répondre à votre sondage? Non, je pense que c'est très représentatif. J'ai envie de dire même que ça doit être un chiffre qui est conservateur. Parce que lorsqu'on a fait le sondage, on a demandé aux gens quelles étaient les pertes actuelles. Donc, le 18 milliards, c'est les pertes actuelles. Je ne parle pas de potentiel de croissance et de projet de croissance. Donc, les manufacturiers pourraient faire beaucoup plus que le 18 milliards qu'on a laissé sur la table. Encore une fois, la demande internationale est très forte. Les gens sont prêts à en faire plus. Mais les 18 milliards, c'est ce qu'on n'est pas capable de combler présentement. Et je vous dirais qu'au-delà des 400 répondants, écoutez, ça fait 2 ans que je parle avec des chefs d'entreprise, avec des dirigeants partout à travers le Québec. C'est la seule et unique chose dont on me parle et on me parle des conséquences économiques, des pertes que ça engendre pour eux. Donc, je pense même que c'est un chiffre qui est conservateur, ce qu'on avance aujourd'hui. Antoine, vous êtes sur mute. Je préfère que ça m'arrive à moi qu'à vous. Je vais donc maintenant donner la parole à M. Castonguay à nouveau. Oui, alors je vois que le communiqué a été publié sur CNW. Je voulais vérifier, est-ce que l'étude en tant que telle, parce qu'il n'y a pas de lien vers le document sur lequel vous basez vos données, notamment sur l'estimation des 18 milliards, est-ce que ce document-là va être rendu accessible aux médias? Oui, tout à fait, absolument. Merci. Super. Alors, je ne vois pas d'autres mains levées pour le moment. Je donne une dernière chance de quelques secondes aux journalistes. Autrement, je vous remercie grandement pour votre présence aujourd'hui. Il va être possible de mener des entrevues individuelles par la suite. Simplement contacter ma collègue au bas du communiqué. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes. Au revoir.